Vous avez du mal à suivre tout ce qui se passe dans l'IA. Il y a des nouveaux outils qui sortent tous les jours et vous vous sentez perdu. Je pense que vous pouvez encore prendre le train de l'IA. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que vous devez savoir pour tout comprendre sur l'IA. Les concepts de base, les meilleurs outils et les compétences que vous pouvez commencer à maîtriser dès aujourd'hui. En éliminant tout le bruit pour se focaliser sur l'essentiel. Et à la fin, je vous offrirai une roadmap complète à télécharger pour démarrer étape par étape. Partie 1, pourquoi vous vous sentez en retard? L'IA va très vite. Et dans une économie d'investissement, tout n'est qu'une affaire d'annonce. Parce que le potentiel est ultra grand et ceux qui vont gagner gagneront gros. Mais voilà le truc qu'on vous dit pas. Les créateurs font plus de vues s'ils vous vendent la dernière nouveauté. Plus de vues égale plus d'argent. Et c'est pareil pour les entreprises. Plus de grandes annonces est égal à plus de confiance de la part des investisseurs. D'ailleurs, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, maîtrise ça à la perfection. Chaque tweet est minutieusement orchestré pour créer le buzz. L'objectif, comme pour tout aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention. Mais l'attention, ça peut devenir un piège. Parce que quand vous consommez des news IA, vous ne faites rien avec l'IA. Et je pense qu'il vaut mieux faire que suivre. Par exemple, une newsletter comme The Rundown quotidienne suffit largement à suivre l'actualité IA. Et la mienne si vous voulez voir les applications réelles qu'on fait dans notre agence. Maintenant, il y a une qualité que vous devez absolument développer aujourd'hui, c'est trier le signal du bruit. Le bruit, c'est tout ce qui ne va pas vous servir. Le signal, c'est exactement ce qui va vous servir. Par exemple, c'est important de se demander qu'est-ce qui va me servir à moi. Et la deuxième chose à se demander, c'est quels vont être les outils qui vont être vraiment utiles à mon business. Parce qu'en réalité, la plupart des outils IA qu'on entend partout ne sont que des wrappers de LLM. Une jolie interface, 2-3 fonctionnalités pour une thématique et derrière, c'est GPT ou Claude de Anthropic. Le vrai conseil, c'est plutôt que de chercher l'outil magique, cherchez à comprendre les fondamentaux. Et faites en sorte de maîtriser parfaitement l'art de créer des prompts pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc là, il y a 10 secondes, j'ai parlé de LLM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des Large Language Models. C'est exactement ce qu'il y a derrière ChatGPT. Un Large Language Model, c'est un réseau neuronal massif entraîné sur des milliards de textes. Mais dans les faits, c'est pas une réponse qui est magique, c'est plus des probabilités mathématiques. Parce que les LLM ne réfléchissent pas comme nous. Elles vont simplement prédire le prochain mot par rapport à une combinaison entre tous les mots qui ont déjà été établis. Par exemple, si vous tapez le chat mange avec 3 petits points, l'IA va essayer de calculer ce qu'il faut dire pour continuer cette phrase. Donc par exemple, il y aura 67% de chances que ce soit une souris, 23% de chances que ce soit ses croquettes, 8% de chances que ce soit dans la cuisine, etc. Et donc vu que le pourcentage pour la souris est plus grand, elle va choisir la souris. Et ensuite, elle va continuer en calculant le mot ou le bout de mot suivant. Et tout ça se fait de manière hyper précise et à une vitesse extraordinaire. Ce sont des milliards de calculs en quelques millisecondes pour chaque token. Donc en gros, ChatGPT, c'est une interface grand public pour utiliser le LLM GPT. Et c'est exactement la même chose pour Gemini ou Claude. Les deux sont accessibles au grand public, mais aussi au travers de leur API qui vendent aux entreprises. Et c'est exactement là-dessus que se créent tous les outils IA annexes que vous connaissez. Et d'ailleurs, tous les revenus ne viennent pas de la même source. Par exemple, pour OpenAI, ces revenus viennent principalement des abonnements à ChatGPT. Tandis que pour Claude et Anthropic, leurs revenus viennent principalement des API. Donc, on voit bien qu'il y a des usages qui sont différents. Et choisir le LLM qui répond à vos critères est quelque chose d'essentiel. Par exemple, Claude de Anthropic est largement meilleur sur la création en termes d'écriture, mais également de code. Tandis que ChatGPT est meilleur pour un usage quotidien. Gemini de Google aussi est largement sous-coté, mais il est extrêmement bon quand on met beaucoup de contexte. Donc maintenant, on va voir quelles sont les compétences à apprendre à l'ère de l'IA. La première compétence, c'est de comprendre l'art du prompting. Parce que c'est cette compétence qui va faire est-ce que vous avez des bons résultats ou des très mauvais résultats quand vous vous adressez à des LLM. Si vous voulez un article sur le marketing, vous allez probablement écrire « Écris-moi un article sur le marketing sur ce sujet ». C'est pas ouf parce que votre prompt manque de structure. Et là, pour le coup, ça sert à rien de chercher le prompt magique, il suffit juste de 4 étapes claires. Le rôle, quel est le rôle qui va être défini? Donc par exemple ici, tu es un expert en articles SEO optimisé. C'est le rôle qu'on veut donner pour avoir le meilleur résultat possible. Ensuite, il y a le contexte, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous lui demandez ça? J'ai envie de créer un article qui soit super optimisé pour attirer des visiteurs sur mon site web, qui soit extrêmement dense et bien fait. Comme ça, il a du contexte sur ce que vous voulez. Et l'action, génère-moi un article optimisé avec une introduction, 3 parties, une conclusion, des métadonnées, etc. pour le référencement. Et ensuite, vous pouvez, ça c'est optionnel, ajouter des étapes, des milestones si vous voulez qu'il passe par un certain scénario parce que sinon, c'est lui-même
lui-même qui choisira le scénario qu'il va utiliser. Et ça, le fait de faire des prompts plus denses, ça marche mieux aujourd'hui parce que les LLM se sont dotés de capacités de reasoning, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles sont capables de raisonner à partir de leur précédente génération. Par exemple, si vous lui demandez de faire un article de blog, elle va se dire « Ok, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon article de blog ? Il faut une introduction, il faut 3 parties et il faut une conclusion. » Donc il est plutôt pas mauvais à ça. Mais si vous lui dites exactement ce que vous voulez, eh bien forcément, vous aurez plus de chances d'avoir un résultat qui vous convient. Et de la même manière, la deuxième compétence hyper importante à développer, c'est ce qu'on appelle le fait de penser en termes de scénario. C'est-à-dire que l'IA va être excellente quand vous lui donnez un scope hyper réduit. C'est-à-dire si vous lui demandez de faire un truc extrêmement large, génère-moi un rapport sans plus de détails, il va être plutôt mauvais. Par contre, si vous lui demandez petite partie par petite partie, génère-moi cette partie-là en particulier, il va mettre toute sa concentration sur le fait d'améliorer cette partie en particulier. C'est un peu comme si vous demandiez à un gardien de but d'arrêter un tir, donc ce serait votre requête, donc il arrête votre requête et il s'en occupe. VS, si vous lui demandez 10 choses en même temps, et ben c'est comme si lui devait arrêter 10 tirs en même temps, il sait pas trop lequel arrêter et il y a de fortes chances qu'il arrive à ne rien capter. Donc partez du principe que c'est toujours mieux de faire un prompt pour une tâche spécifique. Par exemple, dans votre article sur le marketing, si vous voulez avoir une intro qui est hyper pertinente, qui fonctionne bien, focalisez-vous d'abord sur l'intro et ensuite faites la suite. Et ce découpage, il est hyper important et on le retrouve notamment dans les architectures et dans les agents IA. Ensuite, la troisième compétence que vous devez apprendre, c'est apprendre à faire du prompting spécialisé. Le prompt, c'est hyper important, on l'a vu, mais c'est aussi très important de savoir l'adapter au domaine dans lequel vous voulez avoir un résultat. Par exemple, si vous voulez prompter pour une image, il va pas falloir faire la même structure de prompt, mais il va falloir adapter votre prompt à un langage qui est utilisé par les designers, par les photographes. Il faut connaître le vocabulaire de la texture d'image, comment placer les lumières, comment est-ce qu'on fait des ombres, ce genre de choses. De la même manière, pour avoir les meilleurs résultats en vidéo, il faut apprendre quels sont les mouvements de caméra, est-ce que c'est une prise en contre-plongée, est-ce que l'acteur il doit faire ça ou ça. Voilà, il faut vraiment vous mettre dans la tête d'un réalisateur et essayer de définir ce que vous voulez très précisément. C'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Évidemment, là je parle de l'image ou de la vidéo, mais on peut l'utiliser pour le 3D, pour l'architecture. Surtout, n'hésitez pas à l'adapter à votre domaine. Ensuite, la quatrième notion importante que vous devriez connaître, c'est ce qu'on appelle les RAG. Donc les RAG, c'est Retrieval Assisted Generation. Et en fait, contrairement à la connaissance globale qu'ont toutes les LLM, que ce soit ChatGPT, Claude, ils ont tous amassé une tonne de connaissances, ce qui fait qu'ils sont capables de répondre à certaines choses directement, sans avoir une base. Par exemple, quelle est la date de naissance de Kylian Mbappé? Ils sont capables de vous le dire. Par contre, si vous voulez les questionner sur un sujet précis, sur des données internes à l'entreprise, ou même sur des données qui sont un peu sur vous, eh bien, c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle un RAG. Et un RAG, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des informations que vous allez ajouter afin d'avoir plus de précision sur la réponse. Par exemple, vous pouvez créer un RAG pour votre entreprise en uploadant toutes les ressources, tous les documents que vous avez. Ça peut être une FAQ pour votre entreprise, pour vos services. Vous uploadez ça et automatiquement, il aura exactement la réponse à ressortir. Comment ça fonctionne les RAG? C'est relativement simple. En fait, quand vous allez uploader vos fichiers, ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va vectoriser ces fichiers. La vectorisation, c'est le fait de transformer vos textes, vos bouts de texte, en coordonnées mathématiques. Imaginez que vous soyez dans une espèce d'énorme pièce à 1536 dimensions. Et bien, chaque phrase, comme pour des coordonnées GPS, aura une localisation dans l'espace. Et dès lors que vous allez faire une requête à votre RAG, eh bien, le RAG se focalisera sur ce qu'il a dans la pièce pour retrouver les mots qui vont être le plus proches de votre requête. Et ainsi, il pourra vous faire une réponse qui est beaucoup plus précise que si c'était sur sa connaissance générique. Donc pourquoi c'est important? Parce que les entreprises ont énormément besoin d'avoir des RAG pour facilement obtenir de l'information. Et grâce à ça, l'IA pourra fouiller dans des milliers de documents et avoir une réponse extrêmement précise. Et ensuite, la cinquième compétence, et sans aucun doute la plus importante, c'est la capacité à comprendre et à créer des scénarios ou des agents IA. Donc si vous voulez un outil simple, on peut prendre Opal de Google. Sur Opal, vous pouvez créer des scénarios avec un enchaînement de prompts préétablis. Vous pouvez également, au sein de ce scénario, ajouter différentes ressources comme une vidéo YouTube, un document et ainsi de suite. Et au sein de ce scénario, vous pouvez utiliser les capacités de Google pour générer des images, générer des vidéos directement intégrées dans un seul scénario. Ce qui fait qu'à partir d'un seul scénario, je serai capable de créer le script d'une vidéo YouTube de manière hyper simple. Il suffit juste que j'enchaîne différentes étapes, de l'écriture de l'intro à l'écriture du corps de mon script jusqu'à la conclusion, et l'IA s'occupera de générer tout ça pour moi. Donc ça, c'est la version
exemple qui est extrêmement simple. Mais il y a un outil qui est un petit peu plus complexe et qui vous permet d'aller beaucoup plus loin là-dessus, qui s'appelle N8N. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis une petite ressource en description. Parce qu'avec N8N, on peut faire ça, mais avec une échelle qui est totalement sans limite. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger des scénarios automatisés et intégrer l'IA à certaines étapes en donnant plus ou moins de responsabilité à l'IA pour prendre des décisions. Ça, c'est ce qu'on appelle des workflows IA. Et si on laisse plus de possibilités à l'IA, on appelle ça des agents IA. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont l'autonomie sur la tâche à accomplir. D'ailleurs, si vous voulez apprendre cette compétence, j'ai une boîte à outils complète en description. Vous pouvez la télécharger et commencer à apprendre dès maintenant. Et enfin, la dernière compétence que vous pouvez suivre de près, c'est le vibe coding. Donc le vibe coding, c'est être capable de pouvoir créer des applications, qu'elles soient web, mobile ou des sites web, en ayant le moins de code à écrire et en se focalisant majoritairement sur une aide de l'IA. C'est-à-dire que l'IA va elle-même construire le code à votre place pour justement générer l'application que vous souhaitez. Attention cependant, si vous savez pas lire du code, ça peut être un jeu dangereux. On a déjà vu, il y a plein d'exemples avec des failles de sécurité. Donc faites vraiment attention parce que c'est marrant au début, mais dès qu'on rentre en complexité, vous pourrez être bloqué. Donc faites-le pour des proof of concept, pour des MVP, c'est-à-dire des premières versions d'un produit. Mais si vous voulez aller plus loin, je pense que c'est mieux de vous faire accompagner. Et si on va au-delà des LLM, c'est important de comprendre quels sont les autres outils majeurs que vous pouvez utiliser. Donc d'abord, il y a les outils de recherche, ceux que vous allez utiliser pour faire des recherches vraiment approfondies sur un sujet. Donc en premier, il y a Perplexity. Perplexity, c'est une sorte de Google à l'ère de l'IA. Et c'est pas pour rien qu'ils ont eux-mêmes créé leur navigateur pour concurrencer Chrome. Au lieu de vous donner 10 liens bleus, ils vous donnent une réponse directe et étayée avec plein de sources citées. Et vous pouvez aller creuser ces sources et afficher l'information de plein de manières différentes. Si par exemple on cherche quelles sont les dernières tendances SEO de 2025, il me sort une recherche très dense sur le sujet. Et ensuite, je peux mieux visualiser les données en utilisant la fonction Labs qui fera un vrai rapport très complet sur le sujet. Il y a une fonction Deep Research qui vous permet de creuser en profondeur dans un sujet et cette fonction-là est aussi disponible sur ChatGPT. Donc Deep Research sur ChatGPT, en gros, vous allez laisser ChatGPT tourner pendant 5 à 10 minutes et il va aller extrêmement en profondeur et faire ce qu'on appelle du reasoning, c'est-à-dire que lui-même va penser et va se poser des questions à lui-même sur quelles sont les prochaines étapes par rapport aux étapes qui ont été citées précédemment. Parce que oui, aujourd'hui, toutes les LLM ont la capacité de raisonner et ça a bien changé puisque il y a ne serait-ce que 2 ans, on devait soi-même faire ce qu'on appelle du tree of thoughts, c'est-à-dire une chaîne de raisonnement. Et aujourd'hui, la chaîne de raisonnement est directement prise en charge par ChatGPT, Claude, etc. Ensuite, si vous voulez faire des recherches sur plein de sources précises, sur des documents, sur des vidéos YouTube, le meilleur outil et de loin, c'est Notebook LM. Notebook LM, c'est un outil qui est génial puisque vous pouvez uploader tous les documents que vous souhaitez. Il vous permettra d'interagir avec toutes vos sources. Et à la fin, il peut même transformer toute la connaissance en un podcast de discussion entre deux personnes. Donc là, par exemple, je vais ajouter plein de ressources sur Naval Ravikant et je vais pouvoir me constituer un mini cerveau de Naval que j'aurai toujours à disposition. Et j'ai qu'à lui poser quelques questions pour avoir une réponse qui est extrêmement poussée et qui se base non sur une connaissance générique qui est la connaissance de base, mais sur une connaissance beaucoup plus précise. Ensuite, vous avez les outils de génération d'images. Donc le plus utilisé, c'est sans aucun doute ChatGPT Image qui vous permet de générer n'importe quel type d'image. Ça peut aller de la miniature YouTube à un icône pour une application sur Mac à des illustrations. La seule chose que vous devrez maîtriser, c'est des prompts qui sont hyper spécialisés sur la génération d'images. Il faut apprendre à avoir l'œil et à essayer de comprendre comment vous pouvez générer des images en parlant comme si vous parliez soit à un designer, soit à un photographe. Donc faut pas hésiter à apprendre les concepts sur la lumière, sur les ombres, etc. pour vraiment avoir quelque chose qui va ressembler à ce que vous souhaitez. Ensuite, si vous êtes plus dans la photo, le côté photoréaliste, eh bien, il y en a un qui est bien connu et qui est là depuis longtemps, qui est Midjourney. Donc Midjourney, c'est vraiment l'outil génial pour des visuels photographiques qui sont d'extrêmement haute qualité. Si par exemple, vous demandez un portrait professionnel d'un CEO dans un bureau moderne, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a Flux, qui est gratuit et open source, qui est vraiment celui qui monte, celui qui est utilisé par de très nombreux outils de photo IA que vous pouvez connaître, soit sur mobile, soit sur le web. Et il est capable de générer des images hyper réalistes. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire entraîner l'IA sur des photos à vous pour avoir un résultat toujours plus proche de la réalité. Et évidemment, ça fonctionne autant pour le texte pour image, c'est-à-dire que vous allez définir un prompt qui va être transformé en image, que pour le image to image, c'est-à-dire juste modifier une image et changer en ajoutant soit une autre image, soit en faisant des modifications. La troisième
troisième famille d'outils, c'est les outils d'audio et de génération audio. Donc le roi du clonage vocal, c'est sans aucun doute Eleven Labs. Depuis la V3, c'est tout simplement extraordinaire. Il y a un doublage qui est quasiment parfait dans toutes les langues avec les bonnes intonations qui vont bien. Franchement, c'est assez bluffant. Donc vous uploadez 5, 10, 15 minutes de votre voix, vous pouvez aller jusqu'à 3 heures et plus. Et au plus vous aurez de matière à analyser, au plus votre résultat sera réaliste. Donc là, petit extrait qui n'est pas de moi, mais qui est de moi. Salut, c'est moi Théo, enfin, c'est ma voix. Et depuis peu, ils ont ajouté un onglet musique où vous pouvez générer de la musique à partir d'un simple prompt et franchement, c'est extraordinaire. Dans la même famille, vous avez également Suno AI qui est un peu comme un mid-journée de la musique où vous pouvez depuis longtemps faire des musiques. Version après version, ils ne font que s'améliorer et je trouve qu'ils sont extrêmement bons notamment sur les musiques avec des paroles. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Donc en gros, Eleven Labs c'est parfait pour le doublage et Suno AI c'est parfait pour la création de musique par IA. Ensuite, il y a les outils de vidéo et là, il n'y a même pas de doute possible. Le meilleur de très très loin sur la vidéo, c'est VO3 de Google. VO3 de Google, on voit qu'ils ont entraîné leurs données sur la base de YouTube parce que ça peut générer des scènes hyper complexes avec un peu de musique, un peu de détails, la voix qui va bien, les effets sonores qui vont bien et tout ça à partir d'un simple prompt. Il y a certaines personnes qui arrivent à faire des productions hollywoodiennes à partir de ça, donc c'est vraiment le meilleur de très très loin. Le seul désavantage, c'est que ça coûte un petit peu cher et il y a d'autres alternatives comme par exemple Runway ou Hailuo. Les deux sont aussi très bons avec l'avantage sur Runway de faire pas mal d'effets de mouvement autour de l'image. Ensuite, il y a un autre outil qui est très connu et qui permet de faire des merveilles, c'est HeyGen. Et HeyGen, il est spécialisé dans les avatars parlants. Donc ça, c'est idéal si par exemple vous voulez faire du contenu éducatif en plusieurs langues, vous pouvez générer des avatars et ils vont parler à votre place. Et enfin, dans la famille des outils vidéo, on pourrait mentionner Submagic qui, grâce à son API, vous permet d'automatiser la création de shorts, que ce soit du long interview ou de fichiers bruts que vous avez juste envie de monter automatiquement. Vous avez simplement à envoyer à Submagic et il s'occupera du montage pour vous. Et en dernier, il y a ce qu'on appelle les outils de développement. Donc autrement dit, les outils de vibe coding. À ne pas confondre avec les outils de programmation visuelle en no-code qui existaient avant, où là, c'est deux choses vraiment différentes. Le plus connu, parce qu'ils font beaucoup parler, c'est évidemment Lovable. C'est le plus accessible pour créer des apps relativement simples. Vous décrivez votre idée, il génère le code à votre place, vous pouvez le publier en un clic et vous pouvez mettre l'authentification pour authentifier vos utilisateurs. Donc c'est très complet, ça marche plutôt bien, il y a vraiment un effet waouh. Mais par contre, dès que vous allez vouloir faire des vraies apps professionnelles entreprises, vous allez être un petit peu limité. Il y a Bolt qui fait grosso modo la même chose et si vous êtes un vrai développeur qui sait lire et écrire du code, il y a évidemment Cursor qui est l'IDE le plus utilisé du marché, donc l'éditeur de code le plus utilisé du marché avec IA. Et je pense que les gens qui vont sur Cursor encore plus quand ils ajoutent Claude Code ne peuvent pas retourner en arrière. Et enfin, le dernier qu'on pourrait citer qui est plus spécialisé dans les apps mobiles, c'est Dreamflow et c'est le premier outil qui combine aussi bien de la programmation visuelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir éditer visuellement votre app, que de l'aide assistée par IA où l'IA va créer votre application à votre place. Maintenant, quel est le plan d'action concret pour vraiment se mettre à l'IA d'ici une semaine? La première chose, c'est de s'entraîner sur les bases du prompting. Choisissez votre LLM de choix, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, peu importe, l'essentiel c'est de travailler votre capacité à créer des bons prompts. C'est vraiment essentiel pour la suite. Ensuite, sur les jours suivants, je vous conseille d'utiliser un outil un peu plus spécialisé comme la génération d'images ou la génération de vidéos parce que ça va vous aider à mettre en pratique un peu tout ce que vous avez appris avec le prompting et vous allez avoir des résultats vraiment étonnants. Et au jour 5-6, je vous conseille de créer votre premier workflow, soit avec Opal de Google, qui est gratuit mais que vous ne pouvez pas avoir en France, il faut utiliser un VPN, ou avec N8N que vous pouvez installer gratuitement sur votre propre serveur et je vous mettrai encore une fois un lien en description si ça vous intéresse. Et au jour 7, vous pouvez essayer de construire votre premier site grâce à un outil comme Lovable et vous laisser porter par la magie de ces outils-là. Et là, votre question, c'est peut-être, ok, mais dans tous les outils dont tu nous as parlé, lesquels sont vraiment importants et auxquels je dois vraiment m'abonner? Et bah, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes de la famille un peu Google, que vous utilisez Google Drive, etc., je vous conseille d'opter pour Gemini. Franchement, plus on avance, plus l'offre
l'offre qui est offerte par Google, c'est une des plus denses du marché parce qu'elle s'intègre bien avec l'écosystème, parce que vous pouvez faire aussi bien de la vidéo d'extrêmement haute qualité. Vous avez Gemini souvent qui est inclus dans vos forfaits entreprises. Donc voilà, c'est quand même le meilleur deal. Et si vous préférez ChatGPT, gardez ChatGPT. Le mieux, c'est là où vous êtes à l'aise. Et si vous êtes plutôt de la famille écriture et code, je vous conseille Claude. Moi, c'est mon favori. C'est celui que j'utilise 90% du temps. Personnellement, je suis abonné à Claude, ChatGPT et Eleven Labs et ça me suffit largement pour tout ce que j'ai besoin de faire. Alors, après tout ça, est-ce que vous êtes encore en retard avec l'IA ? Non, vous êtes juste au bon moment pour monter dans le train sans courir. Parce que pendant que d'autres chassent chaque nouveauté de manière insatiable, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez qu'il faut plutôt se focaliser sur les compétences et ensuite les mettre à profit dans les outils. D'ailleurs, je suis curieux, quelle est la première compétence que vous souhaiteriez développer? Et si la première compétence que vous souhaitez développer, c'est créer des workflows et des agents IA, j'ai la vidéo qu'il vous faut qui est juste ici.